C'est le clou d'une semaine de recueillement. Des centaines de milliers d'Iraniens venus de tout le pays affluent dans les rues de la capitale Téhéran. Certains de leur propre gré, beaucoup acheminés par le régime lui-même. Notre nation va tenir jusqu'au dernier des 90 millions d'Iraniens, jusqu'à notre dernière goutte de sang. Les funérailles du guide Ali Khamenei, assassiné il y a 4 mois avec sa femme, sa fille, sa petite-fille et d'autres membres de sa famille par Israël et les États-Unis, tournent à la démonstration de force du régime. Attendu dans les tribunes officielles, au moins une trentaine de délégations étrangères. Parmi elles, l'ancien président russe Dimitri Medvedev, présenté comme l'émissaire de Vladimir Poutine, des Houthis venus du Yémen ou encore des responsables du Hezbollah libanais. Objectif, montrer que l'Iran n'est pas isolé. Les États-Unis veulent qu'on leur obéisse. C'est ça la réalité. Mais Trump n'arrivera jamais à nous faire plier, nous les Iraniens. Une opération de communication XXL qui n'arrive pourtant pas à dissimuler la grande absence de Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide suprême qui a succédé à son père. En son absence, c'est Ahmed Vaidi, chef des gardiens de la Révolution, qui devient l'homme fort du régime. Nos ennemis rejoindront leur tombe sans jamais voir notre nation capituler. Grâce à son sang pur et à Dieu, cette nation s'élèvera vers des sommets toujours plus hauts, jour après jour. Alors que le régime iranien a survécu à sa chute annoncée, la population iranienne semble être la grande perdante de cette situation. Depuis le début de l'année, la répression a probablement fait des dizaines de milliers de morts, selon les estimations de l'ONU. Dans ce contexte, peut-on vraiment imaginer une population à l'unisson derrière ses leaders, comme tente de le faire croire la propagande iranienne, que cherche à démontrer le régime de Téhéran avec ses funérailles XXL. Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Azad Ekian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite en sociologie politique à l'université Paris-Cité. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Selon vous, la foule présente aujourd'hui lors des funérailles d'Ali Khamenei est tout de même importante. On sait, dites-vous, que le régime a le soutien de 10 à 15% de la population. C'est donc une démonstration de force qui est, pour l'instant, réussi. À vos côtés, Aïda Tavakoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association We Are Iranian Students. Vous êtes aussi membre de l'association Les Guerrières de la Paix. Et selon vous, Mojtaba Khamenei est mort ou dans le coma. Et cette absence constitue un risque structurel pour le régime, d'autant plus qu'aujourd'hui, une dizaine de clans se disputent le pouvoir. Et puis Armin Arifi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, co-auteur du documentaire Gardiens de la Révolution, les maîtres de l'Iran, qu'on pourra voir demain soir, mardi, sur Arte, d'ailleurs à partir de 21h. Et selon vous, les funérailles d'Ali Khamenei, profondément détestés en Iran, sont pourtant devenues le symbole d'une république islamique qui tient debout. Trump, dites-vous, a presque redonné une légitimité à un régime qu'il avait perdu. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, avec votre chiffre du jour. Oui, ce chiffre, c'est celui-ci, 15 à 20 millions de personnes comptées aujourd'hui à Téhéran pour suivre la procession dans les rues de la capitale iranienne. C'est le chiffre avancé par les autorités iraniennes, mais hier, dans les colonnes du Parisien, le spécialiste du Moyen-Orient, Clément Terme, qualifiait ce chiffre, je le cite, de fake news. Il estime que le régime gonfle les chiffres et mobilise au-delà de sa base iranienne en allant chercher des Afghans, des Pakistanais, des Irakiens pour grossir les rangs du cortège. Azad Ekian, qui dit vrai ? Écoutez, c'est ni 10 à 15 millions, ni rien du tout. Il y a facilement 2 millions de populations selon les images que j'ai pu voir. Et surtout aujourd'hui, dans la procession qui a commencé à l'est de Téhéran jusqu'à l'ouest, on sait que ces rues, ces avenues peuvent facilement contenir jusqu'à 3 millions de populations. Pour preuve, en 2009, selon les chancelleries occidentales, selon le maire de l'époque de Téhéran, M. Ghalibaf, qui est aujourd'hui le négociateur en chef, 3 millions d'Iraniens ont défilé en 2009 contre la fraude électorale. Donc en fait, je pense que le chiffre de 2 millions n'est pas fake news, mais 15, bien sûr que c'est trop. Les rues de Téhéran ne peuvent pas, ces rues-là ne peuvent pas contenir, je connais quand même ma ville, 15 à 20 millions. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi demain les mêmes processions à Qom et puis à Mashhad. Peut-être que si la somme totale
peut effectivement arriver à 15 millions. Alors justement, vous parliez à l'instant de Mohamed Ralibaf, donc qui était le négociateur en chef, et voilà ce qu'il a déclaré à propos de ses obsèques. La fière et invincible nation de l'Iran islamique se recueille à l'unisson devant son martyr. Armin Arifi, une nation à l'unisson, vraiment, parce que c'est un pays de 90 millions d'habitants. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près, on peut évaluer combien de personnes soutiennent le régime? Alors avant la guerre, on parlait de 80% des 90 millions d'Iraniens qui étaient donc opposés à la République islamique, et donc 20% des Iraniens favorables au régime iranien. Donc 20% de 90 millions, c'est 15 millions. Il faut savoir que à l'issue de son conflit, un certain nombre d'Iraniens, on ne saura pas quantifier, mais certainement pas une majorité, je pense une minorité, se sont en tout cas ralliés au régime, ou en tout cas ont été plus favorables parce qu'ils ont estimé que ce régime avait défendu l'Iran, le territoire iranien, face à ce qui est considéré comme une agression américano-israélienne. Maintenant, donc, ce qui donne quoi? Ce qui donne qu'au moment des manifestations nocturnes qui ont émaillé le pays au cours des dernières semaines, il y avait au sein des cortèges des militants pro-régime, mais également d'autres militants qui étaient là-bas pour défendre l'Iran. Est-ce que ça veut dire qu'une majorité des Iraniens est derrière le régime? Bien sûr que non. On sait que le régime iranien a perdu sa population, une majorité de sa population depuis assez longtemps. Aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens ne se sont tout bonnement pas rendus autour du cortège et ont préféré, pour beaucoup d'entre eux, profiter des jours fériés pour partir en province. Aïda Tavakoli, des observateurs présents sur place constatent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui ne portent pas le voile dans les grandes villes, et notamment à Téhéran. Est-ce à dire que le régime s'est assoupli? Il me semble que la loi n'a pas changé pour autant. Non, la loi n'a pas changé, et c'est surtout une preuve que la société civile iranienne a su s'organiser, a su mener un mouvement civique Femmes, Vie, Liberté, on s'en souvient, 2022, qui a été déclenché par la mort de Mahsa Amini, qui est morte sous les coups de la police des mœurs, 22 ans, d'ethnicité kurde. Et cette jeune femme, donc, son meurtre a déclenché ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui était un mouvement non violent et qui a aussi traversé très largement les frontières de l'Iran. Et ces femmes, avec leur courage, et ces très jeunes aussi, très jeunes hommes aussi, qui ont participé très massivement à ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, en fait, ont arraché des mains du régime la possibilité aujourd'hui d'aller dans les rues de Téhéran et de mener cette désobéissance civile, puisque comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la loi n'a pas changé. Donc c'est un acte de désobéissance civile quotidien, avec les risques qu'elles encourent, toujours, c'est-à-dire de se faire arrêter aussi, et d'avoir, que ce soit des amendes, des arrestations ou encore pire, elles encourent toujours tous ces risques-là. Alors pour mieux comprendre la situation, on va partir en 1989. L'Iran enterre alors son premier guide suprême, l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, et des funérailles. Vous allez voir l'organisation assez chaotique. C'est l'immense douleur d'un peuple qu'expriment aujourd'hui les Iraniens. Ceux qu'on appelle les déshérités semblent avoir perdu jusqu'à l'espoir avec la mort de l'ayatollah Khomeini. Depuis hier soir, venus du pays entier, ils convergent par centaines de milliers vers la mosquée Mosalla pour approcher et voir une dernière fois l'imam, guide suprême de la révolution. Les bousculades et l'hystérie, aggravées par la fatigue et la chaleur, ont déjà provoqué la mort de plusieurs personnes, 500 autres ayant été blessées. Azadeh Kian, on avance en 2026 aujourd'hui avec ces funérailles parfaitement organisées. Est-ce que c'est une démonstration de force du régime ? Je le pense, effectivement. Je suis personnellement impressionnée par l'organisation de cette foule quand même importante. Et pour l'instant, fort heureusement, personne n'a été blessé. Il n'y a pas eu d'attentat. Et donc, tout est organisé comme les dirigeants iraniens le souhaitaient. Je pense que pour eux, effectivement, c'est une victoire. D'un autre côté, il ne faut pas oublier pourquoi c'était important pour eux d'organiser
tous ces millions de gens, c'est parce qu'ils vont reprendre les négociations avec Trump, avec les États-Unis, je veux dire. Et donc là, c'est une démonstration de force pour dire à Trump, contrairement à ce que vous pensez, nous sommes là, nous avons tenu tête, mais nous sommes là. Et décapités, certes, mais nous sommes là, nous sommes forts, et donc obtenir davantage de concessions aussi de la part de l'administration Trump, qui pensait que le régime était beaucoup plus faible et impopulaire que ça. Maintenant, effectivement, on a toujours estimé que le régime avait encore entre 10 et 20% de soutien dans la population, qui sont mobilisés aujourd'hui, mais ça montre quand même une très bonne organisation. Effectivement, ils ont appris comment organiser, effectivement. C'est ça, donc une opération, on le voit en effet, de communication, Armin Arifi, bien réglée, mais pourtant... il y a une personne qui manque. Vous avez dit, l'Iran est décapité, mais en fait, normalement, non, puisqu'il y a un guide suprême aujourd'hui qui s'appelle Mojtaba Khamenei, qui est le fils d'Ali Khamenei, mais qui ne s'est pas présenté lors de ses funérailles parce qu'on n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Est-ce que, d'ailleurs, aujourd'hui, on en sait un peu plus ? Alors c'est le nouvel imam caché d'une certaine manière, étant donné qu'il vit caché. On sait aujourd'hui, en tout cas d'après les renseignements occidentaux, les services de renseignement occidentaux, qu'il n'est pas mort. Et si ça avait été le cas, les Israéliens l'auraient annoncé, ce n'a pas été le cas. Il a été blessé, gravement blessé, parce qu'il se trouvait dans la résidence de son père, le guide suprême qui a été tué le 28 février dernier, l'ayatollah Khamenei. Il a été gravement blessé aux jambes et au visage. Certaines sources américaines affirment qu'il a d'ailleurs été défiguré. Sauf que depuis maintenant plusieurs semaines, si je puis dire, il reprend du poil de la bête et qu'aujourd'hui, il se dit qu'il est de retour aux affaires. Alors de retour aux affaires, certes pour avoir un mot à dire lors des négociations, on sait que son avis compte, même si ce n'est plus, comme était le cas de son père, le décisionnaire final. Maintenant, il ne semble pas, et c'est aujourd'hui la principale information à retenir, il ne semble pas en mesure d'être présent, ne serait-ce que physiquement, ou même qu'on entende sa voix. Et ça, c'est quand même une certaine déconvenue pour la République islamique, parce que depuis le 28 février dernier, le début de la guerre, ce n'est que en son nom que des messages ont été lus, des messages écrits, rien au niveau enregistrement sonore et encore moins au niveau de l'image. Donc c'est quand même un invité de marque qui est absent et ça risque de peser sur la suite de la République islamique. Mais justement, Aïda Talal-Kholi, en quoi ça peut peser ? Est-ce que c'est grave pour la population de ne pas voir le guide suprême ? Bien sûr, c'est grave, surtout pour la structuration du pouvoir d'une dictature. C'est-à-dire une dictature qui n'a pas un dictateur personnifié avec tout ce culte, évidemment, de la personne, on le voit. La taille des images qui sont affichées, à quel point est-ce que cette personnification fait partie de la propagande et du contrôle de la population iranienne et de la structuration du pouvoir du régime islamique. Sans dictateur, ça laisse évidemment une place vide. Donc ça le fragilise. Ça le fragilise énormément. Et je voudrais quand même qu'on nuance un petit peu le propos de la démonstration de force. Quand on entend quand même ce que cette base aujourd'hui idéologique affiliée au régime demande au régime islamique, c'est une vengeance. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'opposer aujourd'hui à ce protocole de négociation avec les États-Unis. Donc, à l'intérieur même de la base du régime islamique aujourd'hui, le soutien est extrêmement fragilisé, notamment parce que, effectivement, cette décapitation n'a pas laissé ces idéologues complètement intacts. Et évidemment qu'aujourd'hui, la martyrologie du régime islamique, le fait que cette personnification ait été aussi importante dans la propagande, le fait qu'il n'y ait pas de nouveau dictateur aujourd'hui visible en chair et en os, eh bien, ça encourage cette base aujourd'hui à s'opposer à ce protocole de négociation avec les États-Unis et ça fragilise énormément le soutien au régime islamique. Donc, non seulement ils ont perdu toute leur légitimité auprès de ceux qui s'opposent depuis des années, des décennies, et notamment cette scission complète politique depuis Femmes, Vie, Liberté, mais dans leur base aussi actuelle, les frictions sont énormes. Et les guerres aussi de pouvoir à l'intérieur, pardonnez-moi, les guerres de pouvoir aujourd'hui à l'intérieur entre les gardiens de la révolution islamique et les autres qui sont justement engagés dans cet accord plus pragmatique aujourd'hui sont énormes. On va voir ça, justement, cette guerre interne au pouvoir iranien avec vous, Fanny, tout simplement, pour savoir qui dirige aujourd'hui réellement l'Iran. Eh bien, ce sont les gardiens de la révolution, vous en parliez il y a quelques instants, et en particulier 3 hommes. Mohamed Khalibaf, président du Parlement iranien, c'est lui qui dirige la délégation qui est en train de négocier avec les États-Unis. Deuxième homme, Mohamed Zolgader, à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. C'est l'organe le plus puissant de l'État iranien et c'est un proche de Mojtaba Khamenei. Tout comme Ahmad Vahidi. Il est chef des gardiens de la révolution depuis février, mais il n'avait jusqu'à maintenant
pas montré une seule fois son visage. Il ne s'était pas montré publiquement jusqu'à vendredi dernier lorsqu'il est allé se recueillir devant le cercueil d'Ali Khamenei. C'est un dur parmi les durs. Suspecté d'avoir orchestré des attentats en Argentine dans les années 90 contre un centre juif et l'ambassade d'Israël. Ministre de l'Intérieur au rôle central dans la répression des manifestations en 2022, on en parlait, des manifestations pour les droits des femmes après la mort de Mahsa Amini. Il est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants d'Iran. C'est lui qui a œuvré pour que Mojtaba Khamenei prenne le pouvoir. Il est également responsable, entre autres, du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran ou encore des frappes il y a un mois contre Israël. Arzadeh Kian, est-ce que vous diriez qu'on a affaire là à un changement de régime? Est-ce qu'on passe du régime des mollahs au régime des gardiens? Je le pense, il y a un changement dans la mesure où effectivement Mojtaba Khamenei est pour l'instant absent et même s'il était présent, on sait que ce sont les gardiens de la révolution qui l'ont imposé. C'est le choix des gardiens de la révolution, ça a été documenté même. Donc ce sont les gardiens de la révolution. Alors actuels et anciens, comme Ghalibaf, lui-même un ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution, qui dirige le pays, donc qui est le président du Parlement. Absolument, et qui est le négociateur en chef, qui dirige le pays et qui ont dirigé aussi la guerre contre les États-Unis et Israël. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut peut-être, il vaut mieux ne pas dire le régime des mollahs, mais le régime des gardiens ou militaires en général, et les gens de renseignement, puisqu'ils travaillent ensemble. Donc, c'est aussi, moi je voudrais dire, on connaît ce régime depuis 47 ans, ces drapeaux rouges, ces cris à la vengeance contre les Américains, c'est orchestré par le régime lui-même. Il ne faut pas se faire des illusions, parce que le premier jour, il n'y avait pas tant de drapeaux rouges. C'est pas spontané, dites-vous, en fait. C'est pas spontané. On leur dit, criez à la vengeance pour qu'on puisse obtenir des atouts. Je pense que c'est comme ça que ce régime a toujours fonctionné. Alors justement, pendant que Téhéran enterre son ancien guide suprême dans une mise en scène de ferveur et de revanche, on l'a dit, eh bien Donald Trump, lui, célèbre les 250 ans des États-Unis. Il se pose en chef de guerre, sûr de son triomphe. Écoutez. Remember this, we're respected like no nation in the world is respected like us. Every king, every prime minister, every president, they respect us more than any other country by far. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. Alors là, Armin Arifi, on a vraiment deux discours qui s'affrontent, deux récits qui s'affrontent. On a d'un côté Washington, une Amérique qui dit avoir mis l'Iran à genoux. Et puis, on l'a vu, cette démonstration de force à Téhéran. Qui sort vraiment vainqueur de cette séquence? Écoutez, si l'on se fie au terme du protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, ils répondent entièrement, ce document, aux exigences iraniennes. C'est fou, c'est-à-dire que l'Iran, en tout cas, arrive sur le papier, parce qu'il faut encore que ça aboutisse à un accord final, arrive à obtenir par la force, à l'issue d'une guerre qui lui a été imposée, ce qu'il n'aurait jamais espéré obtenir par la voie de la diplomatie. C'est ce que soulignent les contacts que je peux avoir au sein du régime en Iran. Et c'est terrible pour la crédibilité des États-Unis. Les gendarmes qui se veulent les gendarmes du monde, la plus grande puissance à la tête de la plus grande armée de la planète, qui est parti en guerre sans objectif précis et qui s'est complètement fourvoyé et laissé fourvoyer, berné par la guerre éclair que lui promettait qui? Lui promettait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donc Donald Trump a beau aujourd'hui, à l'occasion des 250e anniversaire des États-Unis, affirmer que l'Iran est à genoux, le régime n'est pas renversé, le régime est encore plus dur qu'il ne l'était avant le début du conflit. La seule différence qui puisse exister, c'est qu'on n'a plus une république islamique, en tout cas sur le papier, verticale, répondant aux ordres du guide suprême, mais comme vous le disiez, un régime des gardiens de la révolution beaucoup plus horizontal, avec en plus des personnalités comme le chef de l'autorité judiciaire, le mollah ultra-conservateur Mohseni Ejei, ou le président de l'exécutif Massoud Pezeshkian, qui compose une sorte de
régime collectif de prise de décision collective qui aujourd'hui souhaite un accord avec les États-Unis. Ok. Aïda Tavakoli, je voulais aussi parler d'autres invités à ces funérailles, en présence donc du Hezbollah, mais aussi du Hamas, d'autres, des Houthis bien sûr, du Yémen, des personnalités aussi étrangères de Chine, de Russie. Est-ce qu'on a là l'axe de la résistance anti-occidentaliste qui est en train de se former? Écoutez, en tout cas, c'est documenté. Effectivement, bien sûr que le régime islamique alimente ces groupes armés dans la région et la colonne vertébrale anti-américaine, anti-impérialiste fait partie de l'idéologie du régime islamique. Mais néanmoins, ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'en face, il y a quand même les sociétés civiles, dont on ne parle pas, qui sont les plus grands contre-pouvoirs de ces groupes armés, de l'autoritarisme et de la dictature du régime islamique. Aujourd'hui, la société civile iranienne, c'est 90 millions de personnes. C'est la société la plus nombreuse du Moyen-Orient. C'est aussi de très loin la plus éduquée. C'est aussi celle qui a réussi, on l'a dit, à s'organiser, à organiser des mouvements civiques qui ont porté leurs fruits. Et c'est celle aujourd'hui qui a subi quand même une coupure Internet de plus de 88 jours. Donc c'est 4 mois sans Internet, sans qu'on en parle, sans qu'on puisse l'assister, sans qu'on puisse protéger non seulement son droit à l'autodétermination, mais aussi l'assister dans sa protection immédiate, humanitaire, pendant la guerre. Donc ça, c'est une société civile aussi qu'on oublie et je pense que c'est quand même un point très important. Et par ailleurs, de l'autre côté, en face, à l'intérieur du régime islamique, les batailles de pouvoir ne sont pas à sous-estimer. La fissure est réelle. Et donc aujourd'hui, ce que la communauté internationale devrait faire, c'est de protéger la souveraineté des peuples et de ne pas surestimer la force aujourd'hui d'un régime qui est face à une crise économique énorme, à une crise hydrique aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. L'été arrive et la population iranienne aujourd'hui est une force qu'il faut protéger et aider à exercer son droit à l'autodétermination. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes pour débattre de ce sujet.